Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cours de thermodynamique consacrée au diagramme de phase et de Clapeyron pour les corps purs. Nous allons commencer par présenter rapidement le diagramme de phase. C'est un diagramme pression-température sur lequel pour un corps pur donné, de l'eau, de l'azote, du benzène, on indique pour chaque couple de valeurs pression-température, P, T, l'état du corps pur, s'il est solide, vapeur ou encore liquide. Les courbes qui séparent ces domaines représentent les valeurs pour lesquelles deux phases ou plus peuvent coexister, soit, dit autrement, les valeurs pour lesquelles on va observer une transition de phase. Donc on a la courbe qui correspond à la transition de phase solide-vapeur, on a la courbe qui correspond à la transition solide-liquide, et enfin on a celle qui va nous intéresser le plus, à savoir la courbe qui correspond à l'équilibre et liquide-vapeur. Cette dernière courbe porte un nom, on l'appelle la courbe de pression de vapeur saturante, sur laquelle nous allons revenir plus en détail par la suite. On distingue également deux points particuliers sur ce graphique. Le premier point est le point triple, qui est le croisement des trois courbes précédentes, où les trois phases peuvent coexister en même temps. Pour l'eau, ce point est atteint pour une température de 273,16 Kelvin et une pression de 611 pascal, ce qui est peu, mais accessible. L'autre point particulier est le point le plus extrême de la courbe de saturation, c'est le point C pour point critique. Au-delà de ce point, le fluide devient ce que l'on appelle supercritique. C'est un état particulier de la matière où le fluide est dense comme un liquide mais se diffuse comme un gaz, par exemple. Le dioxyde de carbone supercritique, pour ne citer que lui, est très utilisé en chimie comme solvant, par exemple. De manière générale, les fluides supercritiques constituent de très bons solvants organiques. On va maintenant s'intéresser à ce qu'il se passe plus précisément lors d'une transition de phase vapeur-liquide. Donc on va étudier pour cela un gaz enfermé dans un piston qu'on a porté à une température constante, notée T0. On va progressivement diminuer le volume du gaz à l'aide d'un piston pour faire monter la pression en son sein. Initialement, la matière dans le piston est sous forme de vapeur. On place sur le diagramme de phase le point correspondant à cette situation. Et parallèlement à l'expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer le déplacement de ce point et on va aussi reporter sur un diagramme pression-volume massique. Le volume massique, c'est le volume du système divisé par la masse totale du système. L'état du système pendant l'expérience. Le petit point bleu tout en bas à droite de l'écran représente notre point de départ sur ce nouveau diagramme qu'on appelle un diagramme de Clapeyron. Donc c'est parti, commençons la compression. Dans un premier temps, on note que la pression augmente doucement lorsque le volume diminue, ce qui est attendu, plus on comprime un gaz, plus la pression va augmenter. Lorsque sur le diagramme de phase, on atteint la courbe de vapeur saturante, on remarque que dans le système, une phase liquide va apparaître et va progressivement prendre toute la place à mesure que le volume disponible diminue. La pression dans l'enceinte s'est alors arrêtée d'évoluer, d'accord ? Elle est restée constante pendant le changement de phase, et la valeur qu'elle a pris pendant ce changement de phase est ce que l'on appelle la pression de vapeur saturante. À une température donnée, quand les phases liquide et vapeur sont à l'équilibre, c'est la seule pression possible pour le système. Si vous essayez de rajouter du gaz pour faire monter la pression dans la phase vapeur, le surplus va instantanément se liquéfier. Et au contraire, si vous en enlevez du gaz, le liquide va en partie s'évaporer pour compenser cette perte. Le tout maintenant la pression à cette même valeur, donc pression de vapeur saturante. Si l'on poursuit l'expérience de compression, on remarque alors que la pression peut à nouveau augmenter quand tout le gaz a disparu, et elle va augmenter en réalité très vite. Alors, en effet, le plus petit changement de volume sur une phase condensée va imposer un changement très important de pression. Et expérimentalement, la diminution du volume est à peine perceptible. On pousse à peine le piston et la pression augmente très très fortement. Ça, c'est dû au fait que les phases condensées sont extrêmement peu compressibles. Et
cette difficulté à comprimer le fluide explique l'aspect très brutal du diagramme de Clapeyron. À ce moment-là, la pente augmente très fortement. Donc, toute cette expérience a été menée à une seule et même température, T0. Évidemment, si on l'avait menée à d'autres températures, on aurait obtenu des diagrammes différents. En voici un pour une température plus basse, et en voici un autre pour une température plus élevée. Ces différentes courbes sont ce qu'on appelle des isothermes. Ça vient du grec et ça signifie température identique. Parce que ces différentes courbes sont tracées à une température constante qui ne bouge pas, identique pendant toute l'expérience. Prises ensemble, ces courbes dessinent une figure. Si vous reliez les points où le liquide commence à se changer en vapeur, les points dits d'ébullition, on voit apparaître ce qu'on appelle une courbe, la courbe d'ébullition. Et si on fait la même chose avec les points où le gaz commence à se liquéfier, on voit apparaître ce que l'on appelle la courbe de Rosé. Et l'ensemble de ce graphique avec ces courbes et ces isothermes, ce qu'on appelle les isothermes d'Andrews. Alors remarquons quand même que si on dépasse la température et la pression critique du diagramme de phase, l'isotherme que l'on va obtenir n'aura plus ce plateau si particulier, puisqu'il n'y aura plus de transition de phase, on aura un fluide supercritique, et donc on ne pourra absolument plus distinguer phase liquide et phase vapeur, ça n'aura plus de sens puisqu'elles n'existeront pas. Alors, quelle application pratique peut-on donner au diagramme de Clapeyron? Essentiellement, le diagramme nous permet de déterminer la composition d'un volume rempli de corps purs en composition prise en termes de phase. Je m'explique. Si on considère donc un volume V dans lequel on place m kg de corps pur à une température T0 fixée, on va calculer le volume massique noté petit v qui est grand V sur petit m, et on va le placer sur le diagramme de Clapeyron. Ce diagramme va donc nous donner, pour ce volume, la pression du système ainsi que sa composition. Si V est relativement grand, comme c'est le cas ici, le système sera entièrement gazeux. Si il est beaucoup plus faible, le système sera entièrement liquide avec une pression, bien entendu, beaucoup plus importante. Et aux valeurs intermédiaires, on va observer un équilibre de phase entre la vapeur et le liquide. Et c'est ce cas-là qui va nous intéresser plus spécifiquement. Comment, dans cette situation, peut-on déterminer la quantité de vapeur et la quantité de liquide qui sont présentes dans le système? Donc, on va chercher ici à déterminer la proportion de corps purs présente dans la phase vapeur, qu'on va noter XV. C'est la masse totale présente en phase vapeur sur la masse totale du système, et celle de la phase liquide que l'on va noter petit xl. Donc pour ça, on va se servir du diagramme. La technique est facile. D'abord, on repère le volume massique Vg, qui est le volume massique de la phase vapeur quand elle est seule dans le système et qu'on se place à la limite de la saturation. On va aussi repérer Vl, qui est le volume massique de la phase liquide quand elle est seule dans le système et à la limite de l'ébullition. On se doute intuitivement que plus le volume V, notre volume molaire, est proche de Vg, par exemple, plus le système sera riche en gaz, d'accord? Plus on va se rapprocher de la situation où le système est entièrement gazeux. Et inversement, plus ce volume petit v est proche de Vl, et plus le système sera riche en liquide. Et on peut montrer que si l'on fait le rapport entre la distance VG et la distance VG, d'accord? Donc si on fait le rapport entre la distance en orange et la distance en pourpre sur le diagramme, eh bien on va obtenir précisément la proportion de liquide présente dans le système. En effet, c'est logique. Plus la distance en orange est petite, d'accord? Donc plus Vg moins V est faible, plus le système sera riche en vapeur, on l'a dit, et donc, à contrario, plus il sera pauvre en liquide. D'accord? Ça apparaît parfaitement logique. Et il se trouve que ce rapport purement graphique ici donne le résultat exact pour la proportion en pratique.
Alors évidemment, on peut déterminer une formule similaire pour obtenir la composition de la phase vapeur, ce que je vous laisse le soin de faire vous-même. Alors pour vous entraîner, vous pouvez regarder l'exercice 7, qui est un exercice d'application typique sur la règle des moments. Mais avant ça, puisque vous n'avez pas encore la correction de cet exercice, je vous en propose un autre, très simple, pour vous permettre de comprendre comment cette règle fonctionne. Donc, l'exercice est le suivant, on prend 5 kg de propane que l'on place dans une bonbonne de 100 litres. On se place, c'est pas précisé ici, mais on se place à une température constante, qu'on va prendre ici égale à 0 degré. Et on se pose deux questions. Donc d'abord, quelle est la masse de propane présente sous forme liquide dans la bonbonne? Et quel est le volume occupé par cette phase? Alors, en données, pour résoudre cet exercice, on donne la masse molaire du propane, qui est de 44 g par mol, le volume molaire du liquide, donc à 0,084 litres par mol, et le volume molaire de la phase vapeur à 22 litres par mol. Alors, une petite précision ici, comparé à ce qu'on a fait dans les diapositives précédentes, ici on ne donne pas les volumes massiques, on donne les volumes molaires des phases liquide et vapeur. Ça n'a pas d'importance étant donné que vous avez la masse molaire et que donc vous êtes tout à fait capable de convertir un volume molaire en un volume massique. C'est d'ailleurs important de savoir passer des quantités molaires aux quantités massiques en thermodynamique. Donc maintenant, vous pouvez mettre en pause cette vidéo, le temps pour vous de faire les calculs, et quant à moi, je vais donc passer à la correction de cet exercice. Donc, on va d'abord commencer par calculer le volume molaire, donc noté grand VM, d'après les notations du cours, de notre système, donc de nos 5 kg de propane, donc suivant le calcul ici. Donc ici, j'utilise le volume molaire et pas le volume massique, tout simplement parce que toutes les données qui me sont données dans l'énoncé sont des volumes molaires. Donc on va plutôt raisonner ici avec des quantités molaires. Est-ce que ça va changer quelque chose? Eh bien en fait, pas vraiment. Pour calculer le pourcentage de liquide dans notre système, on va utiliser la règle des moments qu'on a vue dans la diapo précédente. La règle des moments fait intervenir des volumes massiques, mais il suffit de multiplier tous ces volumes par la masse molaire pour obtenir les volumes molaires, de sorte que le rapport qui est défini avec les volumes massiques est identique à celui qui est défini avec les volumes molaires. Donc nous, on va se servir des volumes molaires pour faire le calcul, et le résultat nous donne 96% de liquide dans le système. Pour en déduire la masse, eh bien, donc, il suffit tout simplement de prendre 96% de 5 kg, et on obtiendra donc 4,8 kg de propane. Pour obtenir le volume total, on va utiliser le volume de liquide dans le système. On va calculer le nombre de moles présentes dans la phase liquide de propane, donc ça nous donne ici 110 moles après calcul, et on va se servir du volume molaire de la phase liquide qui nous est rappelé dans l'énoncé pour calculer le volume total de liquide dans le système qui est ici d'environ 9 litres. Voilà cet exercice relativement simple ici. Donc, à retenir de tout ça, la règle des moments bien entendu, et savoir passer, quand c'est nécessaire, des grandeurs molaires aux grandeurs massiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo? Eh bien, évidemment, l'allure de chacun des diagrammes que nous avons étudiés, donc le diagramme de phase et le diagramme de Clapeyron. Il faut connaître le vocabulaire qui est associé, le nom des différents points, le nom des différentes courbes. Sur le diagramme de Clapeyron, l'un des grands résultats physiques à retenir, c'est qu'un changement d'état pour un corps pur, je précise bien pour un corps pur, se fait à pression constante pour une température fixée, et en fait, inversement, se fait à température constante pour une pression fixée. Ça, c'est un résultat qu'il est très important de retenir. Et qui se déduit directement de l'allure des diagrammes de Clapeyron. Et enfin, pour pouvoir interpréter correctement un diagramme de Clapeyron, il est essentiel de retenir la règle des moments
d'abord sous la forme graphique qui est celle que je vous ai expliquée dans la vidéo, et ensuite vous pouvez apprendre la démonstration, il faut savoir la refaire mais vous pouvez l'apprendre dans un second temps, la démonstration mathématique qui est donnée dans le poly. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de Thermo.